Nous sommes ici dans la cour du presbytère Agoré, que vous connaissez bien, à l'occasion des regards sur cour, qui est une manifestation organisée par les populations de l'île. On a choisi d'exposer ici au presbytère, pour la première fois au monde, un recueil de documents tout à fait exceptionnels de l'abbé Boila. L'abbé Boila, qui est le premier prêtre, le premier écrivain et aussi le premier prêtre, le premier peintre sénégalais en quelque sorte, même si c'était un peu un peintre du dimanche. Il est précurseur de beaucoup de choses à bien des égards. Ici, on a exposé sur les murs du presbytère des documents qui sont extraits du livre qu'il a écrit, qui s'appelle Les Esquisses sénégalaises, qu'il a écrit en 1853 et qui contient de très belles aquarelles, de très belles lithographies de l'abbé Boila, qui ont donc été publiées en 1853, et c'est des lithographies assez connues. Mais en dehors de ça, on a aussi pu mettre la main tout à fait récemment sur des documents qui n'ont jamais été publiés, qui sont des recueils de voyages de l'abbé Boila en 1853-1856, pardon, 1843 à 1846, de Dakar, de Gorée, de la Petite Côte, de Saint-Louis aussi. Et c'est tout à fait intéressant, à la fois sur le plan esthétique, mais aussi sur le plan historique, de découvrir ces documents-là. On va pouvoir les voir peut-être de plus près quelques-uns. On voit ici une vue de Saint-Louis en 1843, de l'île Saint-Louis donc en 1843, à la pointe prise devant la teinturerie. Alors à la pointe nord, je ne pourrais pas trop dire où est la teinturerie. Je devrais le savoir puisque j'ai travaillé sur le plan de sauvegarde de Saint-Louis, mais les choses ont pas mal évolué avec le temps. Et donc on voit que Saint-Louis à cette époque-là n'était pas du tout urbanisée comme comme la ville l'est aujourd'hui. Et les choses ont beaucoup changé. Mais enfin, c'était un autre temps et d'autres mœurs, avec des gens qui portaient le haute forme, et puis des bateaux à voile amarrés sur le fleuve. Ici, il a représenté un marabout Wolof en train de prier, un marabout de Saint-Louis, en train de lire son Coran. Alors il a dessiné les caractères arabes sur le Coran. Je ne suis pas sûr que l'abbé Boila ait su lire l'arabe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il parlait le Wolof couramment. Et aussi que les textes en arabe qu'on lui donnait étaient souvent traduits par lui en français. Mais peut-être qu'il y avait un interprète entre les deux. Voilà. On montre également les gris-gris qu'il décrit et qu'il peint de manière très méthodique. Et en fait, il décrit tout le Sénégal à cette époque-là. Cette époque était une époque coloniale. Il décrit le Sénégal, la vie, les mœurs, les gens. Il décrit les différentes ethnies. Et comme je l'ai dit, il s'intéresse beaucoup, bien qu'il soit prêtre, à l'islam, en essayant de comprendre. Et en même temps, dans ses écrits, il est très critique vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis des marabouts, justement. Donc c'est un peu ambigu, un peu ambivalent, comme tout l'était à l'époque, hein. Rien n'était complètement figé. La toponymie, les noms. Saint-Louis s'appelait le Sénégal. Le Sénégal, c'était pas encore le fleuve parce qu'on l'appelait le Niger. Rien n'était complètement figé. Les signares portaient des gris-gris. D'ailleurs, l'abbé Boila décrit dans son livre une cérémonie où les signares vont jeter leurs gris-gris dans le fleuve. Donc c'est aussi assez amusant de voir un peu cette période de transition entre l'époque où le Sénégal était un comptoir et l'époque où le Sénégal devient une colonie, où tout devient de plus en plus formel, de plus en plus organisé, en même temps de plus en plus administratif. Les mariages à la mode du pays deviennent de plus en plus des mariages formels devant un prêtre et puis enregistrés à l'état civil. Et puis ça montre une période charnière de l'évolution du Sénégal. Alors je disais que l'abbé Boila, l'abbé Boila était pas forcément, enfin il parlait couramment le Wolof et pour cause, mais il n'était pas forcément arabophone. Quoi qu'il en soit, il a très fréquemment utilisé, on a retrouvé dans ses archives de nombreux documents écrits en arabe. Alors l'explication
pourrait être celle-ci, hein. Par exemple, là, il a représenté un marabout mandingue. C'est aussi daté très précisément du 3 septembre 1844. Il a rencontré un marabout mandingue qui s'appelle Fandi. Et ce marabout Fandi lui a décrit la guerre contre les Anglais en Gambie, donc la guerre des Mandingues contre les Anglais en Gambie en 1833, c'est-à-dire en gros un peu plus de 10 ans plus tôt. Donc le marabout lui décrit la guerre et on voit sur une autre planche comment ça se présente. On a ici une page avec sur la gauche, sur la page de gauche, on a le texte écrit en arabe par le marabout, et sur la page de droite, le récit de cette même guerre de 1833 des Mandingues contre les Anglais, retranscrit en français par l'abbé Boila. On voit ici une reproduction du carnet de voyage qui a pu être récupéré récemment par un collectionneur sénégalais, de ce carnet de voyage qui montre un certain nombre de dessins et d'aquarelles de 1800, qui date toutes de 1843. Et dans ce carnet de voyage, il explique tout ce que il y a des textes également, et il explique tout ce qu'il voit, et en particulier, il semblait très intéressé par l'islam, la façon dont les marabouts prophétisaient. C'est ainsi qu'il le dit. Il explique tous les signes kabbalistiques, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, qui étaient utilisés à l'époque. Il explique avec quelle encre c'est fait. Il dit que c'est pour ça que, comme c'est fait, que c'est de l'encre, souvent de l'encre rouge et de l'encre marron. Il explique qu'elle a une odeur de gomme pourrie, alors qu'on ne sent plus aujourd'hui, mais c'était le cas autrefois. On voit sur cette image un exemple typique de ce que deviennent les aquarelles une fois qu'elles sont exploitées, hein. C'est-à-dire que l'abbé Boila, ici, par exemple, a représenté un puits à Gorée en 1846. C'est un puits, d'ailleurs, qui était probablement juste devant le presbytère, à quelques mètres du presbytère, et donc il l'a représenté en 1846. Il a fait en 1846 cette aquarelle qui représente des femmes en train de puiser de l'eau dans un puits. Il faut rappeler d'ailleurs qu'à cette époque, l'eau de Gorée était pas tout à fait potable, elle était très saumâtre, mais enfin, il n'y avait pas autre chose. Et quand on n'allait pas chercher de l'eau sur le continent, il fallait la puiser dans le sol de Gorée. À partir d'une aquarelle comme ça, l'aquarelle était envoyée en France et exploitée par des journaux comme l'Illustration, et il y avait des artistes professionnels qui venaient regraver le dessin pour pouvoir être publié et multiplié dans les publications de voyage de l'époque qui connaissaient un grand succès parce qu'on découvrait l'Afrique, on découvrait les coutumes, etc. Donc voilà le même dessin reproduit sous forme de gravure dans un journal qui s'appelait l'Illustration. Et par la suite, ces gravures ont été colorisées par d'autres artistes. Ça, c'est une autre histoire. Voilà une image, on dirait un peu anecdotique, mais elle est assez amusante. Ça se passe à Saint-Louis, certainement à la pointe nord de Saint-Louis, de l'île Saint-Louis, et elle montre des marabouts en train de prier pour détourner l'île des malheurs dont la grande comète de 1843 menaçait la ville. La comète de 1843, c'est une comète qu'on a vue un peu partout dans le monde, qui est restée très célèbre, auquel on n'a pas donné de nom particulier, on l'a simplement appelée la grande comète de 1843. Et toutes les publications scientifiques de l'époque en ont parlé, elle était décrite, on voyait sa trajectoire, etc. Sauf que dans la société traditionnelle sénégalaise, une comète, on ne savait pas trop ce que c'était, on pensait que c'était porteur de malheur, de mauvais présages, et donc les marabouts priaient pour éloigner le mauvais présage, justement. On distingue dans l'arrière-plan les cases de Saint-Louis, les mâts des bateaux qui montrent bien l'endroit où ça se trouvait.